Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast baseball universitaire en français. Bien content de vous retrouver pour un épisode un peu spécial, un épisode qui va être certainement très court. On va l'appeler certainement petite respiration. On va prendre le temps un peu de parler de ce qu'on a vu jusque-là et voilà, de surtout voir ce qui nous attend pour la suite. Avant de commencer, comme d'habitude, le petit instant promo, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur toutes les plateformes d'écoute. Il y a également via Ocha le Smart Link qui vous permet de vous rediriger vers vos plateformes préférées. De la même façon, vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents et celui-ci sur YouTube, le Homera sur tous les réseaux sociaux, X Twitter, c'est la même chose, pardon, fatigue, X, Facebook, Insta, TikTok. Et on va pouvoir commencer tranquillement. J'espère que ce mini épisode va vous permettre aussi de respirer un peu, de prendre le temps de voir un peu ce qui nous attend. Mais on va y aller sans plus tarder. Allez, c'est parti. On va quand même bien entendu revenir rapidement, cette fois-ci vraiment rapidement sur la série ou les matchs que j'ai pu suivre ce week-end. Alors, la série que j'ai vraiment suivie ce week-end, c'était la série qui opposait Tennessee en déplacement du côté de Kentucky, donc du côté de Lexington. Kentucky, pour ceux qui suivent un peu, que ce soit mes podcasts ou même le college baseball en général, vous savez qu'en ce moment c'est l'équipe dont on parle beaucoup, en tout cas de plus en plus, puisque c'est l'équipe qui actuellement domine la SEC en termes de bilan. C'est une équipe qui, déjà la saison dernière, avait fait forte impression avec un baseball qui est vraiment très axé sur le pitching et la défense à la base, surtout si on regarde la saison dernière, et qui avait aussi au niveau offensif ce switch un peu avec un baseball universitaire plus ancien, que l'on retrouve d'ailleurs un peu de plus en plus chez certaines facs, c'est-à-dire un peu ce small ball. Ne pas hésiter à bunt, ne pas hésiter à jouer des squeeze plays, même pour finir des matchs, des sacrifice squeeze par exemple, enfin suicide squeeze pour donner le bon terme. Kentucky était un peu dans cette mouvance. Cette saison, ils ont gardé un peu cette flexibilité, mais par contre, ils ne s'empêchent pas de jouer un baseball beaucoup plus puissant, beaucoup plus proche de ce qu'on retrouve en SEC en général. En tout cas, c'est un peu comme ça que je l'ai traduit quand j'ai vu cette série face à Tennessee. C'est une équipe qui en fait va vraiment sauter sur toutes les occasions, puisqu'elle sait qu'elle est capable de jouer aussi, de gêner lorsqu'elle joue sur base. Dès qu'elle a quelqu'un placé sur base, il faut savoir que ça va être un danger, une équipe qui est capable de perturber un peu les défenses adverses. Et donc en face de Kentucky, on trouvait un Tennessee très bien placé, qui était déjà sur 3 ou 4 séries gagnées consécutivement en SEC, et surtout qui a ce pouvoir offensif que peut-être seul Texas A&M a de plus que quelque part. Je ne sais pas si c'est très français, mais juste pour dire que voilà, Tennessee c'est une grosse machine offensive qui a connu par contre au niveau du pitching quelques pépins. Je me rappelle de AJ Russell en début de saison qui a été très bon mais qui s'est très rapidement blessé. AJ Cozy aussi qui a eu certains soucis, peut-être moins physiques mais plus on va dire de performance en général. Et donc on se retrouvait avec deux équipes très proches, même en termes de RPI, qui voilà pouvait pour par exemple Kentucky vraiment s'envoler et quasiment dès maintenant acter son bilan exceptionnel en SEC et un strapontin plus qu'intéressant, notamment en vue du tournoi national. Et pour Tennessee, quelque part, réclamer un peu plus de crédit quant à la domination qu'ils sont en train de mettre en place. On a donc vu Kentucky remporter le premier match, Tennessee répliquer, et on s'est retrouvé avec dimanche un match tout simplement un match décisif et un match qui a été exceptionnel dans son scénario. On a eu en fait, on va dire, un départ sur les deux premières manches où les défenses ont pris le pas sur les attaques. Puis on a eu un premier tournant avec Tennessee qui a pris le lead, et notamment derrière un Christian Moore vraiment de feu, on va en reparler. Kentucky a ensuite répondu dès le bas de la troisième manche, puis a pris le large en fait, puisqu'ils ont très rapidement mené 5-2 puis 6-2 après 5 manches. Et il y a cette fameuse sixième manche où on a l'impression en fait on va dire de la troisième manche jusqu'à la sixième manche, au-delà du fait que Kentucky est en train de dominer offensivement, on sent aussi que défensivement ils ont
quelque part réussi à trouver un peu le là et à trouver une façon de gêner l'attaque de Tennessee. Après, bien sûr, il y a le jeu aussi hein, du bullpen, de la relève. Hein. On ne peut pas partir avec complètement le lanceur des départs, sachant que le lanceur partant enfin des deux côtés d'ailleurs, ne sont pas des euh, peut-être un peu plus Mason Moore quand même, mais ne sont pas des gros starters en tant que tels. On se retrouve donc avec une sixième manche où Tennessee réussit à casser le cadenas, à casser le verrou et réussit à inscrire 5 runs et passe donc devant temporairement Kentucky. Mais Kentucky leur répond dans la même sixième manche et on se retrouve avec un score de 8-7 hein, si je me rappelle bien. La bascule va vraiment se poursuivre dans la septième manche où Tennessee va réussir à inscrire 3 runs face à un seul de Kentucky et ensuite va encore réussir à inscrire 3 runs dans la huitième manche pour avoir un lead un peu plus confortable de 13-9. Ils vont malgré tout se faire peur puisqu'ils vont concéder 2 runs en 9e manche, en bas de 9e, mais ça sera là, hein, ça va s'arrêter là avec une victoire donc dans un score euh, très offensif, on va dire, une victoire de Tennessee 13-11. Ce que j'ai noté en fait de ce match-là et de la série en général, c'est vraiment que Kentucky est un problème. Je l'ai d'ailleurs tweeté, hein, Kentucky c'est vraiment un problème dans le sens où il s'adapte à beaucoup de situations. Il trouve souvent des solutions en fait pour vous mener la vie dure et pour vraiment vous donner du fil à retordre. Et c'est très intéressant puisque en college baseball, elle est peut-être un peu moins vrai ces dernières années, mais en college baseball en général, les gros collectifs comme ça avec une certaine expérience aussi, hein, parce que Kentucky a quand même des joueurs d'expérience, euh, sont à même de réussir des gros parcours. C'est pas une équipe Kentucky qui, à la base, en tout cas, a des prospects de haut vol réputés premier tour, par exemple, un peu comme on peut retrouver dans les facs, justement comme Tennessee. C'est par contre une équipe qui s'est construite de manière pérenne et logique et qui obtient depuis 2 saisons, on va dire, les fruits un peu de cette construction. Et surtout, encore une fois, en college baseball, notamment quand on veut faire un run hein, pour aller jusqu'à Omaha, il faut avoir ce genre d'équipe un peu dur au mal et qui arrive toujours à trouver des solutions, qui arrive toujours à vous harceler, qui arrive à avoir un baseball plus ou moins propre comparé à ce qu'on peut retrouver en college baseball en général. Par exemple, Kentucky, c'est vrai que là, sur ce match-là, ils ont commis une erreur, mais c'est pas une équipe qui commet beaucoup d'erreurs, et par contre, c'est une équipe qui va engranger beaucoup de points sur les erreurs adverses. Comme j'ai dit aussi auparavant, c'est que contrairement un peu à la saison dernière, c'est pas une équipe qui va complètement se fermer sur le pitching et la défense et un small ball, ils sont capables de s'adapter. Peut-être des fois c'est malgré eux, puisque les performances offensives face à eux, malgré leur très bon niveau en termes de pitching, bah voilà, vous avez quand même les meilleurs frappeurs quasiment du pays en SEC en général, donc au bout d'un moment ça peut quand même vous porter préjudice. Bah, malgré tout, ils sont capables aussi offensivement de suivre le pas. Ils sont capables vraiment d'amener de très belles choses. Et le danger vient un peu de partout. Par exemple, si je me rappelle bien, j'ai oublié son nom. Voilà, j'ai oublié son nom. Oh, Devin Burks. C'est ça, c'est Devin Burks. Devin Burks, c'est quoi? C'est 3 home runs dans la saison. Et pourtant, sur ce match-là, il frappe justement l'un de ces 3 home runs. Et c'est très important. On a des joueurs un peu plus réguliers comme Walt Schmidt, par exemple, qui sont toujours là. Il y a aussi le Québécois Pitre, hein, de mémoire. C'est Émilien Pitre. Qui est vraiment aussi sur une très belle saison. Et en fait, voilà, on peut pas juste sortir un seul nom en fait quand on parle de Kentucky, c'est vraiment toute une armada en fait de joueurs voilà, qui sont là pour faire marcher le collectif. Ça n'a pas suffi face à Tennessee, parce que Tennessee, encore une fois, il y a du talent individuel à revendre. Hein. Il y a du Blake Burke, il y a du Christian Moore, il y a du Drayling, etc. Il y a des gros potentiels en termes de batteurs. Et après, même si le pitching était un peu plus délicat sur ce dernier match, ils ont quand même aussi des pitchers qui sont capables de tenir la distance. Pour finir, j'ai envie de revenir sur Christian Moore, parce que Christian Moore, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, notamment lors du dernier podcast où j'ai donné quelques hauts prospects. Bah, Christian Moore, c'est quand même un joueur qui sur la saison est très intéressant et qui sur ce match-là avait réussi un record, hein, parce qu'il a notamment frappé 3 home runs dans le match. Il a grâce à les 3 home runs notamment, réussi à produire 6 RBIs, 6 RBI, et puis il a aussi scoré 4 fois. Donc Christian Moore, c'est un second base, hein, c'est un joueur qui arrive à maturité aussi au niveau de Tennessee, et qui a été un peu, avec Blake Burke, un peu ce duo
lanceur d'hostilité entre guillemets côté Tennessee. Donc va falloir encore continuer à le suivre et voir un peu ce qu'il va donner sur la deuxième partie de saison. Mais c'est un profil qu'on pourra retrouver assez haut à la draft, bien entendu. Donc voilà, je voulais revenir rapidement, même si au final j'ai quand même duré presque 9 minutes là-dessus, mais rapidement sur l'affiche ou cette série principalement suivie ce week-end. Et on va faire une petite pause musicale et parler rapidement du top 25. Nous voici de retour pour parler du top 25. Top 25 comme chaque semaine, hein, on en reparle. Là, ça va être vraiment le plus rapidement possible. Il y a eu du mouvement, c'est vrai, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas forcément de parler de tout ça, mais faire une sorte de retour d'expérience. Donc, on va aller au plus vite. Tout d'abord, il y a des choses qui ne changent pas forcément. Hein. On rappelle par exemple que Texas A&M, qui a encore gagné ce week-end, sa série SEC notamment, reste en numéro 1. Arkansas aussi reste en numéro 2. Il y a un petit échange entre Tennessee et Kentucky, parce que Tennessee passe 3ème au détriment de Kentucky, mais voilà, Tennessee gagne une place, Kentucky perd une place, rien de dramatique. Clemson passe une semaine plutôt intéressante après une semaine délicate face à NC State de mémoire la semaine dernière. Ils remontent une place, ils sont 5ème au lieu de 6ème. Pareil, Duke monte une place après une série positive la semaine dernière. East Carolina gagne 2 places. Et puis Wake Forest gagne 4 places. On retrouve ensuite Oregon State. Oregon State, c'est le grand perdant du haut de tableau, on va dire. Rien de dramatique, mais c'est quand même le grand perdant. Ils venaient de récupérer Badzana qui avait été un peu blessé. Et ils ont, je pense qu'ils sont même fait sweeper par Cal. Pour vous dire qu'au final, la Pac-12, alors que je pensais que la Pac-12 allait vraiment échoir du côté d'Oregon State, de Corvallis, parce qu'il y avait un moment où on sentait vraiment un chemin tout tracé, mais comme on le dit, le baseball c'est pas une science exacte, le sport en général non plus, il y a les blessures, il y a les performances aussi individuelles qui peuvent fluctuer, surtout chez des jeunes athlètes. Et là, avec cette série perdue et ce sweep, ils se retrouvent 9ème alors qu'ils étaient 5ème. Florida State qui a donc perdu, c'était face à Wake Forest justement, de mémoire, une grosse série également. A perdu 2 places et est 10ème. Vanderbilt remonte un peu et 11ème. UC Irvine remonte également, une belle progression de 5 places au moins. 12ème. Coastal Carolina 13ème. UVA perd quelques places après sa série perdue ce week-end. Je pense qu'ils ont perdu face à Georgia Tech d'ailleurs. 14ème. North Carolina a perdu le derby face à NC State. Il se retrouve 15ème. Arizona continue à sa belle partition cette saison, et justement je pense qu'Arizona ne doit pas être loin de la tête de la Pac-12. Ils ont encore gagné une série ce week-end, mais je suis pas sûr qu'ils avaient fait une série en Pac-12 par ailleurs, mais bref, ils sont donc 16e. Louisiana perd quelques places après, ils ont perdu, je sais qu'ils ont perdu parce que j'ai vu, mais tellement j'ai une mauvaise mémoire que j'arrive plus à me rappeler contre qui ils ont perdu. Je sais qu'ils ont perdu parce que j'avais vu justement contre qui ils avaient perdu, et là j'ai un trou, mais bref, ils ont perdu en Sunbelt. Désolé pour le trou. Et donc on a Oklahoma qui rentre dans ce classement directement 18ème. Et Oklahoma doit être en tête d'ailleurs de la Big 12 à l'heure où on parle. Oklahoma State qui a eu une mauvaise semaine descend de quelques places et 19ème. Georgia gagne encore quelques places et 20ème. NC State rentre également de nouveau dans le classement après 2 séries de suite remportées. Une à Clemson et une face à North Carolina. Oregon est en petite chute par rapport aux dernières semaines, il se retrouve 22ème. Alabama aussi perd quelques places, 23ème. South Carolina de même, 24ème. Et Indiana State est la dernière équipe qui rentre sur ce classement. Indiana State qui d'ailleurs a un très bon RPI, puisqu'on se rapproche vraiment des tournois de conférence. Hein, c'est dans un mois à peine maintenant, et donc forcément de la sélection du comité pour le tournoi national. Le RPI rentre de plus en plus en compte, et ce RPI du côté d'Indiana State est très intéressant, eux qui font une très belle saison. Ils rentrent donc en 25ème, ce qui fait qu'on perd Dallas Baptiste, ça leur pendait un peu au nez parce qu'ils étaient sur 2-3 séries un peu plus délicates. Virginia Tech, un peu le même souci, et puis West Virginia qui avait fait une belle entrée mais qui a perdu ce week-end. Et donc voilà pour le top 25, vous retrouvez le top 25 comme chaque semaine donné par DR Baseball, et donc chaque semaine j'en parle rapidement. On va passer sur la dernière partie de ce podcast, on va passer un peu sur ce retour d'expérience.
Alors, ce fameux retour d'expérience, qu'est-ce que je veux dire par là? Tout d'abord, on a largement dépassé maintenant euh, la mi-saison en termes de saison régulière, puisqu'il ne reste à peine que 4 semaines avant les tournois de conférence. Ça veut dire que là, en cette 10e semaine, on a vu quand même des tendances vraiment se dégager, on sait un peu plus ce à quoi on peut s'attendre dans les différentes conférences, même s'il y a quand même des conférences assez bordéliques encore à l'heure actuelle. Euh, Ce retour d'expérience aussi, il revient surtout par rapport déjà au podcast. J'ai cette impression que j'arrive quand même à avoir un public assez assidu, en tout cas une souche assez assidue qui me donne un suivi assez permanent et continu, donc c'est très intéressant, je vous en remercie. Maintenant, je me dis que peut-être qu'il faudrait un peu plus d'interaction de ma part pour savoir un peu plus, encore une fois, les sujets que vous souhaiteriez que je traite pour ne pas être trop monotone. J'ai cette idée que là on arrive quand même à la mi-saison, on a dépassé la mi-saison régulière encore une fois, et le prochain épisode que je voudrais faire, si c'est possible, mais c'est assez ambitieux, c'est de faire, vous savez, cette fameuse projection qu'on voit notamment chez les spécialistes de college basket, par exemple, avant la March Madness, quand ils projettent un peu quelles vont être les 64 équipes qualifiées et le bracket. Il y a le même principe en fait qui se passe au niveau du baseball, notamment du côté des baseball ou du côté de tous les médias un peu spécialisés. Ils font leur propre, ils appellent ça le Field of 64, donc ils font leur propre projection en fonction de plusieurs métriques. Ils prennent les métriques que prennent en compte le comité de sélection, donc le fameux RPI. Ils prennent en compte aussi les tendances actuelles en termes de classement, en termes de santé, on va dire, de l'équipe. Hein. Quand je dis santé, c'est en termes de, voilà, est-ce qu'ils sont sur un bon run, est-ce qu'au contraire ils sont un peu en dessous des expectations. Je perds mon français. J'ai tout mélangé là, de ce qu'on attend d'eux, on va dire. Euh, et en fait, ils arrivent à monter en fait une sorte de projection de qui va être voilà, les 8 premiers, puis après les 16 premiers, c'est-à-dire les équipes qui vont être hautes. Et ensuite, quelles vont être les 64 équipes selon eux qui vont donc intégrer ce tournoi national tout simplement. Donc je voudrais mettre en place tout ça, mais ça me paraît ambitieux dans le sens où c'est quand même quelque chose d'assez un peu nerd, dans le sens où c'est vraiment pousser le truc à fond. Ça va être un podcast qui peut être très long aussi, parce qu'il y a quand même une trentaine de conférences. Il y a des conférences où on peut projeter plusieurs équipes qui vont être qualifiées, donc plusieurs bids. Euh, il y a aussi le fait de pouvoir essayer de mettre en place une sorte de projection de qui va être haute, qui ne va pas être haute, pourquoi. Il y a aussi cette idée de pouvoir mettre en place la fameuse bulle, qui entre dans la bulle selon moi, qui n'est pas, même pas dans la bulle à l'heure actuelle, etc. etc. Donc c'est un gros chantier à mettre en place et ce n'est pas si facile, donc c'est vraiment quelque chose, voilà, je me tâte, je me dis bon, c'est pas comme si par exemple j'ai des milliers et des milliers d'écoutes et que si je fais ça je me risque à perdre ces milliers d'auditeurs, mais en même temps je me dis que si je parle de quelque chose j'ai envie que ça parle aux gens, parce que je ne parle pas juste pour moi, je parle bien évidemment pour pouvoir un peu vulgariser ce qui se passe au niveau collège baseball. Donc j'aimerais bien un peu ce retour d'expérience de votre part. Là, je sais que pour vous donner un peu un calendrier, c'était l'autre chose dont je voulais parler dans cette dernière partie. Comme je l'ai dit, il ne reste que 4 semaines de saison régulière en termes de conférences notamment. Là, actuellement, qu'est-ce qui se passe? On a toujours le schéma habituel, c'est-à-dire que en milieu de semaine, on a les fameux matchs de midweek qui sont hors conférence, mais qui ont de plus en plus de poids vis-à-vis du fameux RPI. Puisque le RPI, c'est donc ce critère ou cet ensemble de métriques qui va donner un poids à telle équipe vis-à-vis de telle autre équipe. Et ce RPI, il prend de plus en plus d'importance au fur et à mesure que la saison avance, bien entendu. Puisqu'il prend en compte un peu le poids de chaque équipe. Et par exemple, si vous rencontrez une équipe qui a fait une saison tonitruante et qui, du coup, en rencontrant d'autres équipes qui sont réputées assez hautes, a encore plus un RPI voilà, assez gonflé, bah, si vous la rencontrez et que vous la battez, bah, votre RPI, il prend un boost. Et tout ça, c'est très important en vue, encore une fois, de la sélection qui arrivera notamment pour les équipes qui ne vont pas avoir un bid automatique. Je le rappelle, les vainqueurs des tournois de conférence, donc remportent leur conférence via ce tournoi, bah, ont des bids qu'on appelle automatiques. Donc c'est-à-dire qu'il y a déjà une trentaine de bids qui sont automatiques. Et ensuite, le reste, ça va venir via des bids at large. Et c'est là vraiment que le sélection de comité entre en compte et entre en jeu, puisqu'ils vont regarder un peu cette métrique en principal, même si c'est quelque chose qui est assez critiqué, et ils vont dire ok, on choisit telle équipe plutôt que telle équipe, alors que vous, peut-être vous allez regarder les bilans, vous allez vous dire bah cette équipe-là a un meilleur bilan que l'autre. Oui, mais c'est vrai qu'ils vont regarder voilà, la force du calendrier, d'autres choses, etc., etc. Donc encore une fois, on a 4 semaines encore de saison régulière. On a ensuite les tournois de conférence qui vont être mis en place.
Et avec ces tournois de conférence, on va connaître la moitié environ des équipes qualifiées, parce qu'elles vont gagner ce tournoi de conférence. Ensuite, on aura la sélection du comité, qui va entrer en compte peut-être quelques jours après, où je pense que, par exemple, les derniers matchs de tournoi de conférence se terminent par exemple le samedi, le dimanche, vous avez la sélection du comité, ou le dimanche, puis le lundi, bref. Tout ça pour dire que le tout va un peu s'accélérer, et qu'on va arriver dans les moments les plus excitants en fait, du college baseball, avec en point d'orgue ce fameux tournoi national qui va commencer début juin, qui va nous tenir en haleine pendant 2-3 semaines, avec, je rappelle, un format quand même assez particulier. D'abord, ce que l'on appelle les regionals, donc 16 régions où il y aura donc des poules de 4 équipes. Chaque région a une poule de 4 équipes. On a un mini-tournoi entre ces 4 équipes, via ce qu'on appelle la double elimination. Ça veut dire que donc vous n'avez pas 2 défaites, vous avez toujours une chance de vous qualifier. Dès que vous avez 2 défaites, vous êtes éliminé, quelque part. Une fois qu'on a, entre guillemets, c'est un peu moche comme mot, mais qu'on a épuré, c'est moche, oui, et qu'on est passé de 64 à 16 équipes, on a ce qu'on appelle les Super Regionals. Et donc, pourquoi le classement du coup 1 à 8 et 8 à 16, et 9 à 16 est très important, puisque certes, les 9 à 16 vont host ce qu'on appelle la partie Regional, mais ensuite, il n'y a que les 8 premières équipes qui vont non seulement host des Regionals, et qui vont host aussi des Super Regionals. Une fois qu'on se retrouve au niveau des Super Regionals, on a donc là une série classique, c'est une série en 3 matchs, donc c'est-à-dire que la première équipe qui gagne 2 matchs passe au tour suivant. Le tour suivant, c'est les fameux College World Series, avec les 8 meilleures équipes, les 8 équipes en tout cas qualifiées à Omaha, ça se passe à Omaha dans le Nebraska. Et là-bas, on se retrouve avec 2 poules de 4, et on retourne sur un double elimination, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas 2 défaites, on a encore une chance. Et au fur et à mesure, on est pur, demi-finale, et si tout se passe bien, il y a une finale, ce qu'on appelle le Championship, Championship Series de ces College World Series. Et ça, ce Championship Series est dans un système classique, c'est-à-dire que c'est en 3 matchs, c'est-à-dire qu'au meilleur des 3 matchs plutôt. Dès qu'une équipe a 2 victoires, elle est sacrée championne, et on en a fini avec ce tournoi. Mais tout ça pour finir par vous dire qu'on arrive vraiment sur la partie la plus intéressante, la plus excitante, et ce qui va nous permettre aussi d'encore plus voir les performances individuelles de chacun, notamment vis-à-vis de la draft. Je sais qu'en ce moment on parle beaucoup, et à raison de Charlie Condon. Attendez-vous, en fonction de ses performances, parce que là il peut vraiment partir sur des choses historiques, attendez-vous à en bouffer entre guillemets de Charlie Condon. Ça ne veut pas dire pour autant que des joueurs comme Jack Caglione vont être oubliés, loin de là. On l'a vu encore hier, il a encore fait des dingueries. Donc restez à l'écoute, puisque vraiment on va parler de plus en plus de choses excitantes en termes collectifs, mais aussi en termes individuels. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est bien sûr merci beaucoup pour suivre ce podcast depuis, ça fait à peu près 1 an maintenant qu'il a commencé. On n'a pas été complètement chaque semaine sur les premiers mois, mais là depuis un moment on est quand même assez assidu et assez régulier. Donc vraiment merci beaucoup de continuer à suivre ce podcast. Encore une fois, n'hésitez pas à interagir si vous voulez entendre des choses spécifiques, si vous voulez qu'on parle de sujets spécifiques dans ce podcast. Il est aussi là pour ça, notamment quand on parle de college baseball ou quand on parle de draft, quand on parle de prospect en général, etc. etc. Et sur tous ces bons mots, je vais vous libérer. Un podcast, on va dire, respiration. On se retrouve pour un podcast un peu plus lourd la semaine prochaine si tout va bien. Allez, ciao. Pretty well hit to center field.